Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art toutes les semaines proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une, l'interview cette fois-ci, où nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Logero-Lasserre, le directeur de l'ICAR, l'école de management de la culture et du marché de l'art. Nous lui demanderons quels sont les chantiers prévus pour la rentrée, ce qui nous amènera mécaniquement à nous questionner sur les évolutions du marché de l'art à enseigner aux nouvelles générations. Nous enchaînerons enfin avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci au monde du crowdfunding immobilier et des courtiers en ligne. Nous recevrons François Davy, le directeur général de Pretalis, qui reviendra notamment sur le rachat de Razers par Empruntis. On se retrouve tout de suite. Et nous commençons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'art cette semaine, Sybille? Alors cette semaine s'est ouvert la foire parisienne Parcours des Mondes. Alors pour y accéder, il suffit de se balader dans les rues du 6e arrondissement de Paris, rentrer dans ces galeries. Une quarantaine de galeries qui font cette programmation spécifique pour l'événement. Cette année particulièrement, on retrouve des marchands et collectionneurs américains qui avaient été absents pendant 2 ans à cause de la crise sanitaire. On retrouve donc Pace African and Ocean Art et Michael Hampson Ocean Art. Les Américains le disent eux-mêmes, Parcours des Mondes est considéré comme la plus importante exposition internationale d'art extra-européen, asiatique et archéologique au monde. Et effectivement, cette foire, plus le musée du Quai Branly, plus aussi des vacations comme celle qui a eu lieu de la collection Michel Périnet, inscrivent vraiment la capitale comme un lieu important de rencontre du secteur. Alors, Parcours des Mondes, c'est des œuvres de toute origine, mais l'origine la plus présente, c'est celle des pays africains. Et puis, on aura aussi les galeries Bernard Dulon, Gradiva et Enrico Navarra qui présenteront une exposition qui s'appelle Résonance, Jean-Michel Basquiat et l'univers Congo, pour un regard croisé avec l'art plus contemporain. Alors là, on parle d'un marché assez spécifique. Sybille, est-ce qu'on sait combien représente ce marché? Oui, il y a eu le rapport Artcade qui a été publié en juin dernier, qui dresse un bilan des 10 dernières années. En 10 ans, les ventes d'art tribal ont atteint 800 millions d'euros. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que ce chiffre d'affaires est croissant. Il double entre le début et la fin de la décennie. On passe de 48 millions d'euros en 2010 à 108 millions d'euros en 2021. Interviewé par le Journal des Arts, Yves Bernard Deby, qui est avocat et directeur général par intérim de Parcours des Mondes, explique que la question des restitutions n'a eu aucune influence sur le marché. Et alors justement, en matière de restitution et en matière d'actualité cette semaine, on se tourne vers les États-Unis à présent, Sybille. Oui, c'est la justice new-yorkaise qui a restitué mardi dernier à l'Italie 58 œuvres d'art qui ont été pillées et volées d'une valeur de 18 millions de dollars. Dans un communiqué, le procureur du district de Manhattan, qui s'appelle Alvin Bragg, a expliqué que les œuvres ont été vendues par 4 trafiquants italiens et qui se sont retrouvés dans différentes collections et notamment dans la collection de Michael Steinhardt, l'un des plus grands collectionneurs d'art ancien du monde et qui a par ailleurs reçu la première interdiction à vie d'acquérir des antiquités. Et aussi 21 pièces ont été saisies au Metropolitan Museum of Art. Et alors justement, est-ce qu'il y a des pièces maîtresses qui ont été rapportées, Sybille? Oui, alors on retrouve la tête de marbre d'Athéna, une tête qui date de 200 ans avant Jésus-Christ. Cette pièce a été pillée dans un temple au centre de l'Italie et on la retrouve, elle a été achetée ensuite par le Met en 96 après être passée par différents pays. On retrouve aussi un calixe à fond blanc datant de 470 avant notre ère. Cette coupe était en fragments lorsqu'elle a été volée, du coup beaucoup plus facile. Ensuite, elle est passée par l'Italie, par la Suisse avant d'être achetée par le Met en 79. Et enfin,
un buste en bronze d'un homme datant environ du 1er siècle avant ou après Jésus-Christ. Et cette pièce aussi est passée par Paris puis la Suisse avant d'atteindre New York. Depuis sa création en 2017, l'unité du trafic d'antiquités qui a été créée par le district de Manhattan a restitué plus de 1900 antiquités évaluées à plus de 135 millions de dollars et restituées à 22 pays différents. Alors vous nous parliez de tasses à boire qui dataient de 470 avant notre ère. Je vous propose de faire un bond dans le temps et de parler un petit peu d'art numérique, Sybille, maintenant. Oui, puis je laisserai à ceux qui nous regardent se faire leur propre avis autour de cette histoire, parce que c'est une œuvre qui est totalement réalisée par une intelligence artificielle qui a remporté la première place lors d'un concours d'art organisé par la Colorado State Fair. Alors c'était quand même dans la catégorie art numérique. Le vainqueur, qui est Jason Allen, est un concepteur de jeux vidéo. Il a créé cette œuvre qui s'est intitulée Théâtre d'opéra spatial, et tout cela grâce à un système Mid-Journey, donc qui est capable de générer des images à partir d'instructions de texte écrites. Alors selon le New York Times, le créateur de l'œuvre aurait pourtant respecté les règles parce que les œuvres présentées devaient utiliser des technologies numériques dans le processus de création, mais bien sûr cette récompense a fait se lever énormément d'artistes mécontents qui critiquent cette façon de faire. En tout cas, la foire du Colorado se réjouit sur Twitter. Nous pensons que cela suscite d'excellents échanges avec les avancées technologiques. La discussion sur l'IA et l'art aide la foire à évoluer d'année en année. Et ben voilà un questionnement qu'on va pouvoir avoir avec nos différents invités dans l'art à la une l'interview. Nous avons justement le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine et dans l'art à la une avec vous, Sybille, Nicolas Logero-Lasserre. Bonjour Nicolas Logero-Lasserre. Bonjour Sybille, bonjour Nicolas. Vous êtes le directeur de l'ICAR. Alors l'ICAR, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'école de management de la culture et du marché de l'art. Bon, la transition est toute trouvée. Pour la première question qu'on a envie de vous poser, on entend beaucoup parler d'art numérique, de NFT. Est-ce que c'est là des choses, des thématiques qui vous semblent indispensables à intégrer dans un cursus d'apprentissage, par exemple? Oui, et évidemment, et on l'a fait rapidement, et on l'a fait aussi avec beaucoup de réserve, avec beaucoup de prudence, puisque très corrélé à l'émergence de l'art numérique et des NFT art. Bien sûr. Il y a vraiment toujours de la spéculation. Donc, on voit bien que c'est un marché très fragile, très corrélé à la valeur des cryptos. Quand les crypto-monnaies se sont effondrées il y a quelques mois, on a vu que les NFT art, leur valeur est tombée également. Donc voilà, à la fois de l'intérêt, on regarde ce qui se passe, en même temps de la prudence. Il faut un peu de temps pour appréhender, pour avoir du recul et appréhender ce qui... Pour pas tomber dans un effet de mode. Exactement, c'est ça. Et puis parce que dans les NFT, si vous voulez, on peut partir de vignettes et de petits singes qui ont peut-être une valeur artistique proche de zéro, jusqu'à de vrais travaux. Et j'ai envie de citer ne serait-ce qu'un collectif, c'est le fameux collectif Obvious. Ce sont les premiers Français à avoir justement travaillé avec de l'intelligence artificielle il y a déjà 4-5 ans. Et là, on est dans une vraie démarche artistique construite qui prend du temps. L'art, c'est aussi prendre le temps de faire les choses. Si vous voulez, l'aspect spéculatif de l'art, c'est pas l'aspect le plus intéressant, c'est peut-être le moins intéressant. C'est formidable quand un artiste qui est génial prend de la valeur, mais si c'est la seule obsession, vous comprenez, on est dans la finance, on n'est plus dans l'art. Bien sûr. Donc voilà. Mais toutes ces tendances, alors comment vous les regardez et comment vous arrivez à les insérer dans un cursus de formation ? Eh bien, tout simplement par des intervenants. Le propre de nos écoles, l'ICAR aujourd'hui, c'est 1 millier d'étudiants en France, à Paris, Bordeaux, Lyon et Lille. Et donc, nous avons 350 intervenants dans chacune de ces villes. Eh bien, on insère ces contenus par des professionnels spécialistes, justement, des curateurs, des spécialistes de départements de maisons de vente aux enchères sur ces questions, qui viennent transmettre leur passion et enseigner leur discipline auprès de nos étudiants. Créer un nouveau module. Exactement, on a créé des nouveaux modules, un peu comme c'est le cas sur les questions de sens et d'écologie, avec un garçon par exemple qui s'appelle Samuel Valency, qui est un des si vous voulez, créateurs du Shift Project, qui a fait Décarbonons la culture. Voilà, sur toutes ces questions nouvelles, importantes, on doit être au rendez-vous. D'autant plus importante que la question du sens sur cette génération qui est passionnante, qui vit dans un monde particulier, on voit avec beaucoup de détresse psychologique, de questionnement.
on doit lui amener des réponses, on doit amener des clés. Et les clés qu'on décide d'amener, c'est celles de donner du sens. Et effectivement, les questions d'écologie, ça donne du sens, de comment se positionner aujourd'hui pour sauver notre planète. Et ça va s'intégrer même dans des cursus d'apprentissage sur le marché de l'art, par exemple. Absolument, absolument. Je vous dis, Samuel Valency, décarbonons la culture. C'est vraiment cette idée-là de l'empreinte carbone aujourd'hui des foires d'art contemporain. Quand les gens traversent la planète pour aller participer à une foire ou monter un stand dans une galerie, ça laisse une empreinte très importante. Comment on peut faire mieux, comment on peut améliorer ça. On a vu à Paris cette année, dont c'était le point le plus important. Et là, par exemple, aujourd'hui, il y a une élève ou un élève qui rentre en première année, il va faire ses 5 ans de cursus. Comment vous voyez le marché de l'art dans 5 ans et comment le ou la préparer à ce marché? Absolument. Ce que vous dites, merci pour cette question qui est assez essentielle. En tout cas, 2 points. Le premier, c'est que pour travailler dans l'art, pour travailler dans le marché de l'art, il faut bien connaître l'histoire de l'art. Parce que les artistes d'aujourd'hui, les artistes contemporains, les artistes autour du numérique, s'inspirent de la génération précédente et de l'histoire de l'art, qui est le reflet de l'histoire de l'humanité, du paléolithique à aujourd'hui. Donc voilà, première étape, une formation solide, un corpus solide en histoire de l'art. C'est ça déjà le premier socle pour une étudiante ou un étudiant qui va rentrer au fil du bachelor, au fil des premières années. Et ensuite, en complément de cette formation, de cette culture générale, on va doter d'outils parce qu'on le voit aujourd'hui, et d'autant plus dans le numérique, il faut être très agile et que les qualités, les outils aujourd'hui délivrés dans les écoles de commerce sont indispensables dans notre milieu. On parle de quoi ? Nicolas, marketing, gestion, communication, management, droit, voilà. Donc voilà un peu la double mission de l'école, à la fois une culture générale, des connaissances et en même temps des compétences concrètes, des outils pour venir délivrer et être efficace dans ce milieu. Et peut-être, si vous me permettez, je rajoute une petite chose qui est au cœur de la pédagogie, c'est le montage d'événements. Dans notre secteur, tout est événement, les maisons de vente aux enchères, les ventes aux enchères sont des événements à monter, les foires sont des événements, le spectacle vivant, une pièce de théâtre, le festival d'Avignon, tout est événement. Et donc, chaque année dans notre école, partout en France, les étudiants montent un événement d'une vente aux enchères caritative au profit du musée en herbe, ce musée pour les enfants à Paris, jusqu'à, si vous voulez, un café-concert, jusqu'à l'organisation d'une exposition. Voilà, chaque année, ils montent un événement, voilà, pour parfaire un peu la pédagogie de l'école. Et parce que quels seront les nouveaux métiers dans 5 ans, peut-être qu'on ne prononçait même pas leur fonction il y a 2 ans? Est-ce que vous arrivez quand même à... Oui, je compléterai la question avec une question un peu provocatrice. Si je vous dis le futur du marché de l'art, c'est les NFT, c'est quelque chose que vous entendez souvent, par exemple, chez vos étudiants ou pas forcément? Oui, en tout cas, pour leur génération, c'est le cas. D'accord. Ils s'intéressent beaucoup à ça, beaucoup plus que ma génération, où on a encore le désir d'avoir une œuvre physique. Bien sûr, oui. Et de l'exposer chez soi, de vivre avec physiquement. Eux ont franchi cette étape. Donc, peut-être, oui, que l'avenir du marché de l'art est en partie sur les NFT art. Probablement. Donc ça fait partie effectivement des enseignements qu'on transfère. Mais pour revenir à la question, l'idée, là encore une fois, c'est vraiment de réfléchir à cette génération, à cette vision de la société et de vraiment donner du sens. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, cette génération n'a plus envie de travailler de la même façon que nous. Et on l'entend, on parle de grandes démissions, de secteurs entiers qui sont... Et la culture n'est pas épargnée. Oui. Juste une petite info, à l'instant où on se parle, il y a un outil à l'ICAR qui permet aux entreprises de déposer les stages. À la minute où on se parle, j'ai une centaine d'offres de gens qui m'appellent, que j'ai tous les jours en ligne, qui cherchent des stagiaires pour les aider. Je n'ai plus que 10 étudiants disponibles. C'est du jamais vu. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de stagiaires aujourd'hui qui sont intéressés par leur activité. Tous mes étudiants, là, ont trouvé des stages et j'ai une demande encore énorme, exactement. Il y a dans notre secteur, il y a une pénurie aussi. C'est vrai que c'est pas trop... Enfin, c'est pas ce qu'on entend d'habitude. Eh bien, c'est pour ça que je vous le dis. J'ai moi-même jamais tenu ce discours. Bien sûr. La culture, il y a toujours ce cliché, cette idée reçue de se dire « Oh là là, est-ce qu'on va trouver un job ?» Mais je vous le dis,
il y a une pénurie dans notre secteur. Et je rebondis là-dessus et sur ce que vous nous disiez totalement sur le fait d'intégrer des cursus parfois plus liés à la transition énergétique ou écologique au sein de l'ICAR. Est-ce que vous voyez, vous parliez de grandes démissions, comme dans des entreprises plus traditionnelles, un peu plus d'exigence vis-à-vis des étudiants en disant bah tiens, telle galerie, j'ai pas forcément envie d'y aller, telle entreprise, j'ai pas forcément envie d'y aller parce que justement, c'est pas en phase avec mes valeurs. C'est exactement ce que je voulais exprimer. Avant, les entreprises choisissaient leurs candidats. Je vous assure qu'on a une inversion. C'est frappant, hein. C'est là, c'est post-Covid, c'est maintenant qu'on vit ça, c'est stupéfiant pour nous. Mais c'est l'inverse qui est en train de s'opérer. Il y a 3-4 offres pour un étudiant disponible. C'est lui qui a la main. Hier encore, j'avais une productrice sur une chaîne importante qui cherchait quelqu'un pour l'assister, y compris avec des voyages à l'étranger. Et au fur et à mesure qu'elle appelait les candidats, ils avaient déjà trouvé. Enfin, c'est les étudiants aujourd'hui qui choisissent leur mission, leur job ou leur stage. On va voir comment ça va évoluer dans les mois et les années qui viennent. Bien sûr, ouais. Mais c'est quand même un phénomène marquant. Sybille, vous avez raison, c'était pas commun dans le secteur culturel. C'est le cas aujourd'hui. Donc, écoutez, voilà, on accompagne aussi ce mouvement-là d'accompagner l'évolution du marché et de. C'est au marché du coup aussi de s'adapter à une nouvelle génération. Oui. Et des questions, là aussi, je vais au bout, stupéfiantes qu'on n'entendait pas de responsables de galeries. Mais personne ne veut venir chez moi. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux attirer cette génération? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, justement? Alors, ce qu'elles peuvent faire, c'est déjà, il faut éviter le bashing, ce bashing anti-jeune qui est très facile. On se dit, oh, puis personne ne veut travailler, etc. C'est un peu court. Il faut essayer de comprendre que cette génération a face à elle des enjeux quand même considérables que nous n'avions pas, nous, il y a quelques années. On le disait, la question d'un monde fini, la question de ressources naturelles finies, et donc l'idée de réinventer des modèles, ça c'est marquant. L'attention géopolitique aussi, c'est très marquant. Donc comment on réinvente le modèle, comment on donne plus de sens? Je reviens sur le sens. Et pardon, j'ai pas toutes les réponses. Bien sûr, non, mais en tout cas vous avez les questions, vous faites l'écho des questions. On les vit tous ensemble, mais le sens, je crois que c'est ça la clé. Donner du sens à ce qu'on fait dans un monde aujourd'hui global. Je crois que c'est ça l'idée. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Nicolas Logero-Lasserre d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc vous êtes directeur de l'ICAR. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'actualité du secteur de la gestion de patrimoine, puisque nous allons nous intéresser aux ambitions du groupe Empruntis qui a racheté en juillet dernier la plateforme de crowdfunding immobilier Risers. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine François Davy, le directeur général de Pretalis qui appartient au groupe Empruntis. Bonjour François Davy. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On voulait s'attarder un petit peu quand même sur ce rapprochement entre vos deux sociétés, donc entre les Risers et le groupe Empruntis, puisque on a suivi dans Smart Patrimoine cette actualité réglementaire qui touche les plateformes de crowdfunding immobilier. Alors effectivement le montant maximum des projets donc autorisés sur une plateforme de crowdfunding immobilier qui pousse un certain nombre de plateformes de crowdfunding immobilier à se rapprocher de sociétés de gestion d'actifs ou de cabinets de conseil en gestion de patrimoine. Là, on a vu un mariage un petit peu plus original avec un acteur du courtage en financement immobilier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle était l'idée de ce rapprochement? Eh bien, écoutez, l'idée de ce rapprochement, c'était d'abord de servir le client. D'accord. Le groupe Empruntis a pour ambition de devenir la référence et le leader des finances personnelles des Français. D'accord. Ouais. Et les finances personnelles, ça veut dire à la fois de l'emprunt, mais ça veut dire également du financement. Puisque les clients du groupe, le groupe est numéro 1 du regroupement de crédit en France, de loin, et un des principaux courtiers en prêt immobilier et en assurance emprunteur. Et nos clients, bien évidemment, ils empruntent, mais également, ils souhaitent des conseils d'investissement. Et on peut avoir des personnes qui ont besoin de financement, mais qui ont de l'argent et qui peuvent l'investir. Justement, parce que moi, j'aurais eu tendance à penser que c'était quand même deux métiers très différents. D'un côté, on cherche à emprunter pour acquérir sa résidence principale ou faire un investissement potentiellement. Et là, on était plus dans le domaine du financement dans le crowdfunding immobilier. Financement de projets de promoteurs, par exemple. Oui, ça, c'est la leçon de bien connaître ses clients. Et les réseaux, notamment les réseaux de franchisés que nous avons avec Empruntis, ACE et Immoprêt, connaissent bien leurs clients. Et
en fonction de la situation patrimoniale, familiale, conjoncturelle, il peut y avoir les deux. Et on a toujours un appétit d'investissement et un appétit de financement. D'accord. Ouais. Pour le groupe Empruntis, c'est à la fois d'apporter une offre complémentaire. Et bien évidemment, Razor est, je dirais, c'est une pièce naturelle qui est maintenant rapportée et qui va faire partie du groupe Empruntis et qui va permettre notamment d'intensifier le financement des programmes avec les promoteurs, mais également de servir à nos clients des rentabilités auxquelles ils n'ont pas accès et qui étaient réservées jusqu'à maintenant aux institutionnels. C'est pas la première fois, je crois, que vous rachetez un courtier, enfin pardon, pas un courtier justement, vous êtes Empruntis est un courtier, mais une plateforme de crowdfunding immobilier, donc c'est quand même un vrai vecteur de développement pour le groupe Empruntis. Il y a trois logiques. D'abord, s'adresser à des entrepreneurs. Benoît Michaud, le fondateur du groupe, est lui-même un entrepreneur. Deuxièmement, avoir une bonne approche et avoir une certaine assise. Il y a plusieurs dizaines de milliers de clients déjà qui ont fait confiance à Razor. Et puis surtout d'apporter un complément et une vraie utilité. Il ne s'agit pas de faire une opération financière, il s'agit de faire une opération qui serve les intérêts de nos clients. On en revient du coup au sujet du client. Alors justement, que ce soit sur la partie crowdfunding immobilier ou sur la partie courtage en crédit, il y a des actualités qui touchent le monde de l'immobilier et qui peuvent laisser certains observateurs un peu inquiets pour cette fin d'année. Je commence avec le courtage immobilier. On ne va pas repartir du taux d'usure ou de l'augmentation des taux pratiqués par les banques, mais on entend quand même un certain nombre de voix qui militent il y a quelques semaines, voire quelques mois, pour justement un recalcul du taux d'usure. D'autres voient dire que les dossiers sont de plus en plus compliqués à faire passer. Comment est-ce que vous voyez, vous, ce contexte en matière de crédit et donc en matière d'achat immobilier pour la fin d'année 2022 ? En réalité, quand on prend un peu de recul, tout ça est lié à la vitesse de reprise, de croissance des taux d'intérêt. Bien sûr. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir. On ne va pas revenir dessus. Et donc, nous avions anticipé cette reprise et c'est sûr qu'à court terme, ça va amener une certaine contraction. D'accord. Mais cette contraction... Ça, c'est anticipé. C'est anticipé, bien évidemment, au niveau du groupe. Et donc, alors la vraie question, c'est combien de temps ça va durer, avec notamment la mise à jour du taux d'usure qui devrait suivre, j'espère, un petit peu plus rapidement et plus facilement le vrai niveau des taux d'intérêt. Mais c'était anticipé et donc nous on y voit également les opportunités. D'accord. Les opportunités pour avoir une différence et puis pour toujours servir le client. Nos clients, l'appétit pour le crédit en tant que tel, elle reste intacte. Même avec des taux qui, alors effectivement, restent bas, mais ont doublé par rapport à ce qu'on pouvait pratiquer il y a un an ? Oui, bien sûr, mais si vous voulez, fondamentalement, je vais prendre l'exemple des finances personnelles. Les Français se disent, si je peux emprunter, j'emprunte à 2-3%, même si c'est élevé. Quel est le taux d'inflation ? Il est du double. Bien sûr, si vous voulez, vous avez un différentiel intéressant, finalement, et on le constate, nous avons des clients qui veulent emprunter parce que, globalement, ça leur permet de s'enrichir. Alors, un différentiel intéressant en théorie ou même en pratique, mais encore faut-il l'intégrer et le comprendre. Et ça nécessite de faire de la pédagogie vis-à-vis d'un certain nombre de clients quand même, parce que c'est tout ça. On parle pas de, enfin, si on parle d'une augmentation des prix, mais on parle surtout d'une augmentation et d'une baisse d'un pouvoir d'achat avec de l'argent qu'on emprunte. Et c'est tout l'intérêt d'avoir un courtier compétent et bien formé qui va conseiller et qui va pouvoir expliquer. Parce qu'effectivement, pour le français moyen, tout ça est quand même très compliqué, à la fois porteur de crainte, l'inflation, les taux d'intérêt, mais également l'opportunité. Quel est le coût que va représenter soit votre investissement, soit votre emprunt par rapport à ce que vous pourriez faire et par rapport notamment au coût de ce crédit, par rapport à l'évolution des prix. Est-ce que la fin d'année vous apparaît angoissante, j'utilise ce terme exprès, ou compliquée justement en matière de dossiers qui pourraient passer si on compare ça à une année 2021 Il est certain que ça va avoir un impact sur le volume. D'accord. Évident par rapport à ça. Et ça sera plus difficile, notamment pour certains primo-accédants, d'accéder justement à leur investissement immobilier. Mais dans le même temps, notre métier, c'est de faire en sorte de mieux conseiller et de faire en sorte que nos clients soient à même d'avoir la meilleure stratégie et donc la meilleure solution. Probablement dans un environnement plus contraint, mais c'est notre rôle également de leur apporter la solution. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. On entend parfois même on entend certains courtiers d'ailleurs ou certains acteurs du crédit redouter un retour des taux variables. Vous pensez que c'est quelque chose qui en France pourrait arriver, sachant aujourd'hui on emprunte à taux fixe, on voit d'autres pays où on emprunte à taux variable. C'est toujours un peu cette crainte qu'on peut avoir. Vous pensez que c'est plausible d'avoir des taux variables en France ? Il y a des conditions dans lesquelles le taux variable est plus intéressant
que le taux fixe. D'accord. Évidemment, il vaut mieux peut-être, dans une période d'incertitude, avoir un taux variable qui certes peut évoluer, mais qui permet d'avoir son financement et qui permet de démarrer avec un taux plus bas. Donc de passer en dessous du taux d'usure. Et donc de passer en dessous du taux d'usure. Et je sais que certaines banques déjà approchent avec cette méthodologie. D'accord. Donc, encore une fois, chaque situation est individuelle, chaque cas est particulier, et les taux variables peuvent être une solution probablement non pérenne, parce que les Français sont très attachés. On est le seul pays d'Europe avec un pourcentage de taux fixe le plus élevé d'Europe. Mais encore une fois, tout est possible. Un pourcentage de taux fixe le plus élevé d'Europe, c'est-à-dire C'est-à-dire le nombre de prêts. D'accord, oui, bien sûr. Taux fixe, je ne parlais pas du taux du crédit immobilier, oui, c'est ça. Le Français, il emprunte à taux fixe. C'est pas le cas en Europe. Autre question cette fois-ci sur la partie crowdfunding immobilier. Donc en fait, quand on propose du crowdfunding immobilier, on propose un accès au financement pour des promoteurs qui ensuite vont contracter une dette par ailleurs au niveau des banques. Et on offre à chaque épargnant la possibilité de participer au financement de ce... d'un immeuble par exemple ou d'un projet d'un promoteur. On entend depuis plusieurs mois maintenant, mais même depuis plus longtemps, mais encore plus depuis plusieurs mois, des acteurs de la promotion immobilière dire qu'ils ont de plus en plus de difficultés à faire sortir des immeubles de terre. Je vous pose la question à vous parce que justement vous venez de racheter un acteur du crowdfunding immobilier. Est-ce que du coup, même question, ce contexte réglementaire et ce contexte de difficulté de faire sortir des immeubles de terre, apparemment, ça ne vous angoisse pas tant que ça si jamais vous vous positionnez quand même sur un acteur du crowdfunding immobilier. De toute façon, la France manque de foncier, la France manque de logement, la France manque d'immeubles. C'est pas le crowdfunding qui va résoudre, ce n'est pas le crowdfunding qui résoudra le problème, oui, bien sûr. Mais il va contribuer à l'amélioration de la situation. Et surtout, fondamentalement, à volume de production de logements donné, ça permet à des particuliers d'accéder à des programmes auxquels ils n'auraient pas accès en temps normal. C'est un petit peu, si je peux me permettre le parallèle, la même chose qu'avec les parts de SCPI. D'accord, oui. C'est pas la même chose, c'est pas le même véhicule financier, bien sûr, mais c'est la même philosophie. C'est de permettre à des particuliers de pouvoir avoir accès à des programmes auxquels ils n'auraient pas accès, et surtout d'avoir un taux de rentabilité, c'est-à-dire un taux de retour qui n'a rien à voir avec leur propre investissement, et notamment, c'est bien plus rentable que la rentabilité des CPI, par exemple. D'investir dans des programmes de promoteurs, même si les immeubles ne sortent pas de terre ? Mais alors, bien évidemment, il faut que les programmes sortent de terre. C'est pas le sujet. Mais de toute façon, il faut bien savoir qu'un promoteur ne va pas lever des fonds si lui-même n'a pas la certitude que son projet aille au bout. Certes, les volumes se sont contractés, mais il y a quand même encore des programmes. Et de toute façon, d'une manière générale, au niveau macro, la France a besoin de construction. Donc il y aura toujours un appétit. Et je trouve que c'est une excellente idée d'avoir créé cette approche intéressante de crowdfunding. Et encore une fois, que ce soit des Français comme vous et moi qui puissent en profiter. Parce qu'on rappelle effectivement quand on parle de crowdfunding immobilier, donc on ne peut financer en crowdfunding immobilier que 5 millions d'euros sur un projet. Les programmes de promotion immobilière, on est parfois sur évidemment le double, voire le triple, le quadruple, voire 10 fois plus. Donc après, ça c'est des financements bancaires ou autres qui viennent compléter. Merci beaucoup François Davy d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous décrypter un petit peu les questions que je vous ai posées. Vous êtes directeur général de Pretalis. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.